Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle version de Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, je vous propose une émission autour d'un endroit où normalement on vient pour se faire soigner dans l'espoir de guérir, l'hôpital. On s'en remet alors au corps médical, confiant en leur savoir-faire. Et les protagonistes des deux affaires criminelles de ce soir sont médecins, tous les deux. Ils ont une carrière qui force l'admiration de leur père et pourtant ils auraient commis l'irréparable. Alors, qui sont-ils? Pourquoi auraient-ils basculé dans le crime? Et qui sont leurs victimes? Voici Crime à l'hôpital, dans les couloirs de l'horreur. En avril 2017, une petite fille de 5 ans fait des révélations troublantes à ses parents. Elle affirme avoir subi des gestes déplacés de la part de leurs voisins. Cet homme, c'est Joël Le Squarnec. Il a 66 ans et c'est un chirurgien renommé de l'hôpital de Jonzac. Convoqué par les gendarmes, l'homme avoue en partie les faits. Mais il va faire des révélations fracassantes. Son attirance pour les jeunes enfants se déclenche avec ses nièces et c'est lui qui spontanément va dire que quand elles avaient 3 ans, il les prenait sur ses genoux, il leur glissait la main dans la culotte. Elle ne savait pas trop si c'était un acte médical ou pas parce qu'il était très précis dans ses gestes. Les gendarmes prennent cette affaire très au sérieux et se penchent alors sur le passé de cet homme, a priori sans histoire. Ils découvrent alors que le médecin serait en fait l'un des plus grands pédophiles français. À ce jour, le nombre de victimes potentielles des agissements de M. Le Squarnec s'élève à 349. C'est unique, c'est exceptionnel par la quantité de victimes. J'ai jamais vu une affaire de ce type-là, de cette importance. En 2017, à Besançon, Jean-Claude doit subir une opération de la prostate. Une opération a priori courante, mais qui va tourner au cauchemar. L'homme fait un arrêt cardiaque et il sera sauvé de justesse. Mais Jean-Claude n'est pas au bout de ses surprises. Son arrêt cardiaque serait en fait dû à un empoisonnement. Jamais j'aurais pensé, c'était un truc comme ça, jamais, jamais. C'est pas possible, quoi. On va à l'hôpital pour se faire soigner, on va pas pour jouer à pile ou face, quoi. Et les policiers affirment à Jean-Claude qu'il n'est pas la seule victime. Un empoisonneur rôderait donc dans les couloirs de l'hôpital. Commence alors une longue traque pour tenter d'identifier le criminel. Et un suspect va retenir l'attention des enquêteurs. Il s'appelle Frédéric. C'est un anesthésiste reconnu et apprécié de tous. Mais au fil de l'enquête, des doutes sur sa culpabilité apparaissent. On peut retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a qu'un seul dénominateur commun à l'ensemble de ces empoisonnements, c'est Frédéric. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est, de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et j'espère que l'affaire va vite avancer et qu'on aboutira rapidement. L'affaire que je vais vous raconter maintenant est considérée comme l'affaire de pédophilie, sans doute la plus importante en France. Tout démarre en avril 2017. Jérôme, Laura et leurs 2 enfants rentrent de balade lorsqu'ils croisent leur voisin, le chirurgien Joël Le Squarnec, 66 ans. Les parents sentent que leur petite Clara, 6 ans, n'est pas comme d'habitude. Arrivée à la maison, leur fille va leur faire des révélations terrifiantes. Par ces mots, avec ces mots d'enfant, elle explique avoir été abusée par le chirurgien. Les parents portent alors immédiatement plainte et ce que les enquêteurs vont découvrir dépasse l'entendement.
Pendant 30 ans, Joël Le Squarnec, chirurgien, a en effet sévi en toute impunité sur son lieu de travail ou bien à son domicile. Et il a consigné toutes ses agressions dans de terribles carnets intimes. On rentre d'une balade et donc je sors fumer une cigarette dans le jardin en compagnie de ma femme et mes 2 enfants. Et je vois ce monsieur, je discute avec lui, bonjour, au revoir. Et ma fille me dit, papa, je veux qu'on rentre aller voir les photos de la balade. Donc je lui dis, écoute, attends un petit peu, je discute avec le monsieur et on va y aller après. Mais ce jour-là, elle n'est pas comme d'habitude, elle est pressante, elle a un visage pas comme d'habitude. Et elle me presse d'y aller en insistant, et donc je lui dis, allez viens, on va regarder les photos. Donc j'arrive dans le salon, je m'assois sur le canapé avec elle, et elle me dit, papa, le monsieur à côté, il m'a fait voir son zizi. Leur jardin respectif n'est séparé que par une clôture, une palissade. Et ce médecin va profiter d'un moment d'inattention des parents, qui étaient, eux, restés dans la maison, pour se faufiler dans le jardin et tenter une approche auprès des enfants, et notamment de la petite Clara, qui se trouvait effectivement en train de jouer dans le jardin. Alors, elle va expliquer que son voisin lui montre son sexe, lui montre ses fesses, lui demande de lever sa robe, de baisser sa culotte. Elle ne va pas vraiment comprendre, du haut de ses 5 ans à l'époque, ce qui se passe. Donc je lui pose la question, je lui pose à quoi ça ressemble un zizi. Et là, elle me dit, eh ben, il y avait du poil et le bout était rouge. Donc là, tout de suite, je comprends. Je comprends qu'elle ne me raconte pas de bêtises. On réfléchit plus, c'est tellement un coup de massue qui vous tombe sur la tête que vous vous imaginez même pas ce que vous pouvez faire avec cet homme ce jour-là. Le voisin de cette famille s'appelle Joël Le Squarnec. Il a 66 ans et exerce en tant que chirurgien gastrique à l'hôpital de Jonzac depuis 2008. Issu d'un milieu modeste, ce fils d'ouvrier breton a une place bien à part au sein du clan Le Squarnec. Il a grandi au sein de cette famille en faisant des études assez, on va dire, assez brillantes puisqu'il est devenu chirurgien. Dans sa famille, c'est vraiment le ponte, la personne cultivée, le référent. Tout le monde est un petit peu en admiration devant lui puisqu'il joue du piano, il écoute de la musique classique, c'est un intellectuel. Il va se marier très jeune avec sa femme, dont il était éperdument amoureux. Il flashera sur elle, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'il explique effectivement sa rencontre avec son épouse, c'est vraiment la longueur des cheveux de sa femme qui va véritablement l'attirer, qui va être pour lui quelque part un excitant et qui va faire en sorte qu'il va tomber amoureux de cette dernière. Bon. Avec elle, il aura 3 enfants, 3 garçons. En 1983, le jeune médecin s'installe avec sa famille dans un manoir en Indre-et-Loire. Et ses revenus lui permettent de mener grand train. C'était le notable du coin, hein. Il vivait en campagne, il avait réussi. Hein. C'est quelqu'un envers qui tout le monde avait une grande confiance. C'est quelqu'un qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, ne fait pas parler de lui. Il est plutôt bon chirurgien et on a besoin de lui dans les services, effectivement, pour les opérations d'appendicite et autres concernant les enfants. Donc rien de particulier sur sa carrière professionnelle,
alerte, je dirais, sur un comportement qui pourrait prêter question. Mais ce n'était pas la personne que vous voyez à la machine à café avec laquelle vous alliez discuter du week-end. Il avait plutôt tendance à rester en retrait de ses relations professionnelles. Il avait une patientèle assez importante. Et en chirurgie digestive, il était très reconnu dans la région. Donc on n'a pas de témoignage défavorable à ce sujet sur le plan professionnel. Mais en 2005, la vie reluisante du chirurgien est subitement entachée lorsqu'il se fait rattraper par la justice pour consultation d'images pédopornographiques. Il a été condamné plus exactement en 2005, à la suite effectivement d'un signalement qui a été transmis à la police française par le FBI au sujet d'images pédopornographiques collectionnées par cet individu. Et donc, il a été arrêté, interrogé, mis sous contrôle judiciaire et renvoyé devant le tribunal. Et je dirais qu'il a réussi très habilement à convaincre la juge de sa bonne foi en énonçant à l'époque qu'il était en pleine procédure de séparation avec sa femme, que c'était compliqué, qu'il avait donc perdu pied et qu'il s'était mis effectivement à visionner ces images, qu'il savait parfaitement que c'était interdit et que plus jamais il ne recommettrait ce type de fait. Il va être condamné à 4 mois de prison avec sursis et une amende de 90 €, mais il n'aura aucune obligation de soins, alors que c'est réclamé d'ailleurs par un psychiatre et que lui le réclame également. Sa femme va prendre un petit peu ses distances après sa première condamnation, mais son statut de femme de médecin, je pense, va l'empêcher de divorcer. Il y avait un intérêt matériel à ce qu'elle reste mariée avec cet homme, puisqu'elle ne travaillait pas. Donc il subvenait à ses besoins. Le couple ne divorce pas. Mais en 2008, Joël Le Squarnec s'installe seul à Jonzac. Ses enfants le verront de moins en moins, de manière de plus en plus espacée. Il n'aura plus aucune activité sociale. « 12 ans après sa dernière condamnation, le chirurgien fait l'objet de nouvelles accusations. Malgré le terrible choc, les parents de Clara essaient de rester aussi calmes que possible. Je ne pouvais pas m'énerver devant elle, elle voyait bien que oui, ça allait pas. Après, il a fallu que je la rassure parce qu'il lui avait dit que si elle en parlait, elle pouvait aller en prison. Donc il a fallu que je la rassure en lui disant que dans tous les cas, elle avait rien fait, c'était pas elle la coupable, lui c'était l'adulte et il n'avait pas à faire ça. Dans tous les cas, il n'avait aucun droit, il n'avait pas le droit de la toucher. Donc c'était le seul fautif et il n'y a que lui qui pouvait être puni. La maman va donc aller à la gendarmerie locale, va déposer plainte contre le voisin. Dès le lendemain matin, la mère de famille se rend à la gendarmerie de Jonzac pour déposer plainte contre le chirurgien. Ils ont engagé quelquefois des conversations, mais ce ne sont pas des personnes qui se fréquentent. Et la maman comme le papa s'était aperçu que le voisin avait quand même une attitude comportementale assez bizarre. Il vit seul dans cette maison, pas très éclairée, avec des volets fermés. Et il est la plupart du temps dans son jardin, dans plutôt une posture assez dénudée. Parfois avec des habits et des vêtements qui sont assez surprenants, du genre un tutu. Ensuite, l'enfant va être entendu en salle Mélanie, qui sont des salles réservées pour les auditions de mineurs, avec des gendarmes qui sont spécialisés sur la question de l'audition de mineurs victimes, pour comprendre effectivement ce qui a pu se passer. La petite fille, avec ses mots d'enfant, 6 ans, a dit que le monsieur était tout nu, qu'il lui avait demandé de lui toucher le zizi.
Une semaine après la plainte de Laura, le suspect est interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Contre toute attente, le docteur Le Squarnec reconnaît alors son attirance pour les jeunes mineurs. C'est une personne qui va passer assez rapidement aux aveux, qui va indiquer aux enquêteurs ce qu'il a pu faire, ce dont il a souvenir. Il ne va pas chercher à fuir ses responsabilités. Il explique qu'il aurait effectivement baissé son pantalon, montré son sexe, montré ses fesses, qu'il lui aurait aussi demandé de lever sa jupe, baisser sa culotte, et que finalement ces faits se seraient arrêtés à ce stade, donc constitueraient des faits d'exhibition sexuelle. Très vite, la gendarmerie a conscience de la gravité de l'affaire et va mener une perquisition au domicile de M. Le Squarnec lorsque celui-ci sera en garde à vue. Le domicile est complètement vétuste, très sale, pas rangé, ça sent très mauvais. Il y a des cartons, c'est comme si c'était presque inhabité, très étrange. Ils vont effectivement découvrir un certain nombre de poupées qui sont présentes dans la demeure sur les canapés, dont une très grande poupée qui effectivement mesure à peu près la taille d'un enfant. Assis sur le canapé, vous allez avoir effectivement diverses autres petites poupées présentes. Et petit à petit, au fur et à mesure des recherches, on va découvrir sous les lattes du plancher d'autres poupées, dont notamment une petite poupée qui est, je dirais, tenue sadomasochiste, c'est-à-dire avec des petites chaînes, etc. Et on s'inquiète de savoir ce qu'il fait avec des poupées quelque part enterrées sous les lattes du plancher. Les gendarmes ont trouvé des supports informatiques avec des photographies. Il y en a plus de 300 000. Il y a 651 vidéos. Il y a à peu près 200 vidéos où il va se mettre en scène. Il y a des vidéos, il y a des dossiers qui s'appellent Gore, horribles, où on voit des choses même pas racontables à la télévision. Et puis aussi, on va retrouver des journaux intimes. Et dans lequel il entrepose un certain nombre, je dirais, d'écrits, de récits, quasi au fil des jours, heure par heure, date après date, indiquant ce qu'il perçoit lorsqu'il rencontre un enfant sur son lieu de travail et, en fin de compte, l'excitation sexuelle qui en résulte. C'est inimaginable. Comment vous pouvez vous imaginer qu'un jour vous allez habiter à côté d'un prédateur pareil? Même moi aujourd'hui, à ce jour, je sais même pas si je réalise ce qui se passe vraiment. Une semaine après sa première déposition, Laura retourne voir les gendarmes de Jonzac. Sa fille lui a fait de nouvelles confidences. Je voulais savoir si ça avait été plus loin ou pas. Donc je lui ai donné une poupée, je lui ai dit de me faire voir avec ses gestes, avec ses mots à elle, ce qui s'était passé exactement, parce qu'elle m'avait dit qu'il lui avait fait mal. Donc je lui ai demandé de me faire voir comment il lui a fait mal et à quel endroit et comment. Donc là, elle m'a expliqué qu'il lui avait mis un doigt dans le vagin, que ça lui avait fait mal. Donc elle lui a demandé d'arrêter, il lui a dit merci. On vous demande d'aller passer un examen gynécologique, vous y allez. Vous croisez les doigts parce qu'au fond, vous avez envie que ça n'existe pas. Vous vous doutez au fond que ça va être vrai, mais vous avez, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous vous dites c'est pas possible. Et là, malheureusement, l'examen sort, quoi. Et là, on comprend que oui, ça y est, l'hymen a été touché, quoi, a été déchiré. Dès le lendemain, une information judiciaire est ouverte pour exhibition et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Le chirurgien est donc une nouvelle fois entendu. Il va continuer à nier les faits de viol sur cette petite voisine. Il a toujours indiqué qu'il avait eu un comportement déplacé à son égard, mais à aucun moment il ne va reconnaître des faits d'agression sexuelle, de pénétration sexuelle sur cette petite fille. Malgré ces dénégations, Joël Le Squarnec est mis en examen pour viol sur mineur, puis incarcéré
à la maison d'arrêt de Saintes. Les premières semaines, les premiers mois ont été extrêmement durs pour lui, mais comme toute personne placée en détention provisoire du jour au lendemain. Mais en même temps, il a vécu cela comme un sentiment de libération. Après 3 semaines d'incarcération, Joël Le Squarnec est extradé de sa cellule pour être une nouvelle fois interrogé. S'il continue à nier le viol de sa voisine, il évoque en revanche d'autres faits bien plus anciens. Il va assez spontanément déballer peut-être ce qu'il avait sur le cœur ou dans l'esprit. C'est une personne qui, à partir de l'année 1986, a vécu ce qu'on pourrait qualifier de bouleversement dans sa vie. Je dis bien dans sa vie, puisque c'est à partir de cette année, en 1986, que M. Le Squarnec s'est aperçu qu'il avait une attirance pour les mineurs. Son attirance pour les jeunes enfants se déclenche avec l'une de ses nièces pour lesquelles les faits sont aujourd'hui prescrits. Il s'est retrouvé avec cette jeune fille qui était mineure à l'époque sur ses genoux et il le dit, c'est à partir de ce moment-là que je me suis aperçu que j'étais attiré par cette jeune fille et par les mineurs en général. Il n'a pas eu la force à l'époque d'en parler. Il a commencé à vivre avec et ça s'est malheureusement amplifié. Il y a d'autres nièces. Et c'est lui qui spontanément va dire que quand elles avaient 3 ans, il les prenait sur ses genoux, il leur glissait la main dans la culotte. Elle ne savait pas trop si c'était un acte médical ou pas, parce qu'il était très précis dans ses gestes. Des actes sordides qui ont eu lieu dans les années 90 au sein même du manoir familial en Indre-et-Loire. C'était des viols furtifs. Il essaiera de minimiser la portée de ces actes, mais néanmoins, incontestablement, il va les reconnaître. Ça se manifeste aussi pendant leur sommeil, c'est-à-dire qu'ils rentraient dans leur chambre et il les prenait en photographie dans plusieurs positions complètement indécentes, en écartant leurs cuisses, leurs jambes, en soulevant leur chemise de nuit, en posant ou introduisant son sexe dans leur bouche pendant qu'elles dormaient. Ce sont des actes qui se sont passés des centaines et des centaines de fois. La maman de ses nièces, qui était extrêmement proche de son frère, et donc elle passait presque tous les week-ends chez lui, et à chaque fois qu'elle y allait, les vacances, etc., à chaque fois qu'elle y allait, elles avaient droit à ces horreurs, quoi. Ces 2 sœurs, que nous appellerons Aurélie et Patricia, vont à leur tour être auditionnées. Et face aux enquêteurs, elles confirment les allégations de leur oncle, tout en certifiant avoir dénoncé les faits à l'époque. Un jour, la plus jeune des 2 sœurs a dit à sa maman « Je ne veux pas aller déjeuner chez Joël, chez tonton Joël, parce qu'il me met la main dans la culotte ». En arrivant chez l'oncle, elle va avoir une discussion avec lui. Une conversation a eu lieu. Il a reconnu qu'il avait des gestes déplacés. En tout cas, c'est toujours pareil, c'était pas une reconnaissance dite, c'est-à-dire qu'il n'a pas contesté. Sans pour autant qu'aucun détail n'ait été donné sur la nature des agressions, mais ils vont avoir cette discussion. Il va s'engager auprès de sa sœur à se faire soigner et la discussion s'arrêtera là. Ça va se régler intrafamilial. Il est hors de question d'aller dévoiler ça, d'aller déposer plainte, ça risque de faire exploser la famille, donc ça c'est inenvisageable. Au cours de sa garde à vue, Joël Le Squarnec va évoquer une certaine Élodie. Elle aussi violée dans les années 90, à seulement 4 ans. On va commencer à découvrir une victime du milieu hospitalier qui a été victime d'exactions de la part de Joël Le Squarnec alors qu'elle était hospitalisée au sein de l'hôpital de Loches. Entendue par les gendarmes, Élodie, 28 ans, est sous le choc en découvrant le témoignage de son ancien chirurgien. Pourtant,
Elle assure ne pas avoir de souvenir précis de ce viol. Il s'agit d'un phénomène très connu, démontré scientifiquement, qui s'appelle l'amnésie traumatique. L'amnésie traumatique est un mécanisme de défense désespéré où, en quelque sorte, un fusible saute dans la tête des victimes et pour éviter l'embrassement de la souffrance. Malgré son amnésie, Élodie décide à son tour de porter plainte contre Joël Le Squarnec. Cette femme qui avait grandi avec un certain nombre, je dirais, de doutes et puis de mal-être en tant que femme et puis peut-être en tant que mère, va ensuite comprendre ce qu'elle avait subi à l'époque quand elle était toute jeune et se révéler être des faits effectivement particulièrement graves qui l'avaient atteinte dans sa dignité de petite fille. Le 19 décembre 2017, l'homme de 67 ans est mis en examen pour viol aggravé. Mais les investigations des gendarmes ne font que commencer. Ce qui interpelle, c'est quand même que M. Le Squarnec a fait un certain nombre d'établissements médicaux. Et ça implique pour les enquêteurs aujourd'hui de procéder à un travail de fourmi parce qu'il faut reprendre chaque écrit, chaque identité de ces enfants qui sont listés dans ces carnets. Mais ces enfants qui aujourd'hui, pour la plupart, ont 40 ans. Et essayer de remonter toute la pelote de ces écrits, ce qui prend un temps considérable et ce qui représente pour les enquêteurs un travail de titan. Plus de 2 ans après la première plainte, la justice ouvre une seconde enquête contre le docteur Le Squarnec. Ce second volet, dit des carnets noirs, va plonger les gendarmes dans la tête du prédateur. Elle décrit de façon extrêmement crue et très vulgaire, mais tout avec un aspect aussi médical. Ce sont des phrases extrêmement dures. Tous ceux qui étaient dans ce dossier ont mis beaucoup de temps à s'en remettre, beaucoup de temps. Les carnets retrouvés dans cette affaire sont glaçants. Vous avez, avec une écriture extrêmement appliquée, une précision hors du commun. Vous avez la description de gestes commis sur ces enfants qui, pour la plupart, sont endormis puisqu'ils sont en train d'être opérés et avec systématiquement le prénom, le nom de l'enfant, la date de l'opération. C'est un recueil absolument abject. C'est quelque chose qui est gigantesque, qui va effectivement impacter énormément les enquêteurs qui vont être en charge de ce dossier, qui ne laisse pas indemne une fois effectivement qu'on est plongé dedans et qu'on en ressort, parce que c'est du jamais vu. Donc on est véritablement devant un dossier qui commence, je dirais, de façon titanesque et dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Dans un premier temps, effectivement, il va dire que oui, c'est essentiellement des fantasmes, et d'ailleurs, il va s'appuyer sur l'existence de ces poupées. Hein. Pour autant, la réalité de ces journaux, la concordance avec les actes médicaux vont l'amener petit à petit sur la reconnaissance de ce qu'il raconte dans ses journaux intimes. Ce n'est plus de fantasmes, mais ce sont de vrais actes d'agression sexuelle sur des mineurs. Le fait d'écrire tout cela, ça satisfaisait ses besoins, mais on peut y voir aussi que savait très bien qu'un jour ou l'autre, cette bulle allait éclater. Et ces carnets participent, je pense, à cette volonté finalement de se faire attraper, de faciliter sa sortie, si je puis dire. Au fil des semaines et des mois, le dossier du docteur Le Squarnec ne cesse de s'alourdir. Et le 20 décembre 2019, le procureur de Lorient fait une annonce saisissante. À ce jour, le nombre de victimes potentielles des agissements de M. Le Squarnec s'élève à 349. Parmi ces faits, certains sont prescrits. Un travail méthodique est en cours pour vérifier combien et quels faits sont atteints par les délais de prescription.
Parmi ces 349 victimes potentielles, mineures pour la plupart, on retrouve aussi bien de jeunes garçons que des filles, localisées principalement en Bretagne. Compte tenu de ces circonstances géographiques, le parquet de Lorient reprend l'enquête. C'est unique, c'est exceptionnel. Par la quantité de victimes, j'ai jamais vu une affaire de ce type-là, de cette importance. Combien de victimes nous aurons à l'issue de l'instruction de ce dossier et lorsque ce dernier sera envoyé devant une cour d'assises? Peut-être serons-nous à des 400 ou 500 victimes, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est du jamais vu et que effectivement un tel profil pour un pédophile est exceptionnel. Une enquête hors du commun qui a vu le jour grâce au témoignage de Clara, 2 ans plus tôt. En fait, cette petite fille, en 2017, je pense, ignorait, c'est certain, la boîte de Pandore qu'elle allait ouvrir. Car si ces faits étaient avérés, on serait dans un record en termes d'histoire de la pédophilie. À ce stade de l'enquête, les gendarmes soupçonnent le chirurgien de Jonzac d'avoir fait 349 victimes entre 1985 et 2017. Une impunité criminelle qui s'explique en partie par l'attitude de certains de ses proches. Sa femme, tout au long du dossier, va nier avoir été au courant de quoi que ce soit. Elle va même dire « les bras m'en tombent, je ne m'y attendais pas du tout, je tombe des nues, etc. » Or, dans le dossier, tous les témoignages sont concordants et démontrent de façon claire, nette, que la femme de Joël Le Squarnec, Marie-France Le Squarnec, était parfaitement au courant de tout depuis 1990. Joël Le Squarnec lui-même écrit dans ses journaux intimes en disant qu'ils ont pleuré ensemble, qu'elle lui a dit « je sais maintenant que tu es pédophile ». Elle est tombée sur une armoire dans laquelle il y avait un certain nombre de photos sans aucune ambiguïté sur son caractère pornographique et sur ce vice, et elle ne le reconnaîtra pas. Le terme d'omerta a beaucoup été employé dans cette affaire. En tout cas, celui de silence a toute sa place. C'est-à-dire que on constate quand même qu'à différents niveaux, soit au sein de la famille, soit même, et je pense que c'est aussi fondamentalement un problème dans ce dossier, au niveau des institutions, personne n'a la réaction appropriée. Incontestablement, le Conseil de l'ordre départemental a été informé. Les hôpitaux qui l'ont employé ont été informés de la condamnation de 2005 et chacun s'en est tenu à un secret bien policé. Le Conseil de l'ordre départemental du Finistère l'a interrogé, lui a demandé des explications, puis s'en est resté là. Malgré ses antécédents judiciaires, le chirurgien digestif continue d'opérer et obtient même une dérogation pour exercer 3 ans de plus, c'est-à-dire après l'âge limite de 65 ans. Pourtant, des rumeurs se propagent dans les couloirs de l'hôpital. Ça figure dans les carnets de Joël Le Squarnec. J'ai été surpris par mes initiales. Elle n'a rien dit, ouf. Voilà, c'est encore le problème d'une infirmière face à un médecin qui ne va pas oser parler pour ne pas perdre son métier ou pour ne pas perdre sa crédibilité. L'examen des carnets noirs de Joël Le Squarnec va également permettre aux gendarmes de comprendre son mode opératoire. Il va profiter de très courts instants où il va se trouver seul dans une salle d'opération, dans une salle de réveil, dans son bureau à l'hôpital. Il va se retrouver seul, sans les parents, sans d'autres soignants à proximité, et il va commettre des viols furtifs. Des viols furtifs
commis sur des enfants, bien souvent groggy par les effets de l'anesthésie. Un prédateur sexuel est toujours en quête d'une proie. Un prédateur sexuel ne connaît ni morale, ni éthique, ni culpabilité, ni loi. Dans ce sens, l'enfant n'est pas tout à fait humanisé pour le prédateur sexuel. L'enfant n'est qu'un objet pour satisfaire ses pulsions sexuelles. C'est un personnage qui va petit à petit, et d'ailleurs il va par marche, comme nous l'a indiqué le psychiatre qui l'a examiné, il va progresser vers une sexualité dangereuse. C'est-à-dire qu'au début, il s'intéresse à des images, puis il a commencé par agresser ses petites nièces, des filles de sa sœur, des voisines. Il va continuer donc, et de plus en plus, à agresser des enfants dans le cadre de son activité professionnelle, jusqu'à, là, véritablement, commettre cette agression totalement différente des précédentes, qui était très furtive. Cet homme vit 24 heures sur 24 avec un seul leitmotiv dans la tête, qui est celui d'assouvir ses besoins sexuels sur des enfants. S'il n'a pas d'enfant sous le coude, il va alors assouvir ses besoins sur ces poupées qu'il détenait à son domicile. Il a été décrit non pas comme un malade, il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique à proprement parler, mais c'est un personnage déviant. Un constat que le chirurgien lui-même partage. Il était tout à fait lucide et d'autant plus grave que médecin, et sachant pertinemment le mal qu'il faisait, est très fier dans ses écrits d'être pédophile, écrivant sans arrêt « Je suis fier de l'être, je suis pédophile, je suis exhibitionniste, je suis scatophile et très fier de l'être ». Alors, Joël Le Squarnec était poursuivi devant la cour d'assises pour les faits de viol qui avaient été prodigués sur la petite Clara, pour 2 de ses nièces et pour une victime hospitalière. Voilà les 4 victimes qui étaient présentes, effectivement, dans le cadre du premier volet de cette affaire. Mais nous avons eu un premier début de procès qui s'est déroulé et qui a été très vite interrompu. Nous sommes effectivement à la veille du premier confinement en France concernant le Covid, et donc le procès a été interrompu pour des raisons sanitaires. Le chirurgien de Jonzac repart donc en détention provisoire. Mais alors qu'il attend la reprise de son procès, le sexagénaire est de nouveau mis en examen par le parquet de Lorient après des investigations menées sur ses carnets intimes. Mon réquisitoire, à ce jour, concerne donc 312 victimes. Au terme de l'enquête préliminaire, le parquet de Lorient était en mesure de retenir ces 312 victimes sur les 343 identifiables. L'âge moyen des victimes présumées de cette procédure est de 11 ans, dont 265 de moins de 15 ans. Et c'est vrai qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un des plus grands pédophiles connus et arrêtés que la France ait eu à connaître, tout à fait. 8 mois après le report de son procès, le chirurgien est donc de retour dans le box des accusés. À seulement quelques mètres de lui, ses 2 nièces, ainsi qu'Élodie, prennent place sur le banc des parties civiles. En raison de son jeune âge, Clara est absente des débats, mais représentée par ses parents. On a des parents qui sont choqués, qui sont effondrés, qui sont dans cette circonstance où il y a beaucoup de haine, beaucoup de rancœur.
qu'on veut des explications et qu'on espère que ces explications vont être apportées par Joël Le Squarnec. Au procès, il est pas mutique, mais très peu causant. Il s'excuse. C'est monsieur tout le monde. C'est le grand-père que tout le monde a. Il a une apparence bonhomme, un peu sévère, un peu strict, mais qui n'attire pas l'attention. C'est ce en quoi c'était un personnage d'une dangerosité criminologique importante. Il parle d'une voix très douce, sans s'énerver. On sent que c'est un homme qui sait se contrôler, qui sait ce qu'il doit dire, qui est très froid, sans affect. S'agissant de la petite voisine, pour une fois, il a raconté de A à Z de tous les faits, c'est-à-dire qu'il a expliqué lui-même avec ses mots le fait qu'il se soit dénudé, qu'il ait montré son sexe, ses fesses, qu'il ait demandé, fait telle injonction à la petite, etc. Mais il s'est arrêté en fait au moment où les faits vont devenir criminels. Il s'arrête pour ne rester que dans un périmètre d'exhibition sexuelle. Et jusqu'au bout, il aura cette attitude d'être dans le déni le plus total et que face aux évidences, il restera dans cette attitude de froideur en dénonçant qu'en aucun cas, rien ne permet de dire qu'il a pu violer cet enfant. Il n'a aucune empathie, aucune. Il considérait ses victimes comme des poupées. Il a l'impression de ne pas leur avoir fait de mal, en fait. Je vois pas pourquoi, limite, je vois pas pourquoi je suis là. Je leur ai pas fait de mal, en fait. Mais il a quand même terminé en pleurant, en disant qu'il regrettait le mal qu'il avait fait et qu'il se rendait compte et qu'il devait payer pour ce qu'il avait fait. On avait l'impression quand même qu'il assumait un petit peu. L'un des fils du chirurgien, lui-même père d'une petite fille, est également invité à témoigner. Mais le jeune homme va tomber des nues. La présidente a lu une partie des carnets, lui a demandé s'il était informé des faits commis sur sa fille. Et vous avez un homme, jeune père, qui a découvert devant une salle d'audience, à la barre, debout, que des faits avaient été commis par son propre père sur sa fille. Et je dois vous dire qu'à cet instant, on a tous été très inquiets pour cet homme, qui s'est senti très mal. À l'issue de 4 jours de débat, l'accusé qui fêtait son 70e anniversaire le jour du verdict est finalement condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Il a donc été déclaré coupable du viol sur la petite voisine, malgré ses déclarations, malgré ses réfutations. Et donc je crois qu'ensuite le quantum de la peine a satisfait tout le monde, puisque je crois surtout qu'on était sur cette question de la reconnaissance de faits contestés depuis toujours, et surtout concernant cette petite fille qui a eu le courage de parler, qui est à l'origine de toute cette affaire. Donc il aurait été inimaginable, insupportable de savoir que ces faits n'étaient pas retenus, et que d'une certaine manière sa parole n'était pas entendue. Malgré le verdict de la cour d'assises, les victimes et leurs proches restent éprouvés par les agissements du prédateur. Aujourd'hui, elle se bat. Et ça, vous pouvez même pas... Elle a été descendue, ça c'est sûr. Elle a pris beaucoup de retard sur l'école. Psychologiquement, ça a été très dur pour elle. Mais c'est une battante. C'est une battante et ça, je vous jure qu'elle sera sur ses 2 pieds très vite. Elle y arrivera. La justice n'en a pas fini avec le chirurgien. Ses anciens patients pourraient bien rejoindre le banc des parties civiles, pour ce qui s'annonce déjà comme le plus grand procès de la pédophilie en France. C'est rare qu'on arrive à des chiffres pareils. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument stupéfiant. C'est pas fini,
312 victimes qui ont déposé plainte, mais il y a des victimes qui n'ont pas déposé plainte, et peut-être ne le feront-elles jamais. De retour sur le plateau de Crime, et ce soir, donc, nous nous intéressons à l'univers hospitalier et plus particulièrement aux médecins qui ont basculé dans le crime. Et je vous propose donc de partir à Besançon, dans l'est de la France, à la rencontre de Jean-Claude, 70 ans. Il vit une retraite paisible avec son épouse, mais voilà, depuis quelque temps, il mène un combat sans relâche contre le cancer. En hiver 2017, il doit d'ailleurs subir une intervention chirurgicale plutôt banale, et c'est là que son destin bascule. Dès le début de l'opération, il fait en effet un arrêt cardiaque, et il doit son salut à l'anesthésiste, un certain Frédéric. Il va lui administrer le traitement salvateur qui permet à la victime de s'en sortir miraculeusement. Mais 2 mois plus tard, Jean-Claude va tomber des nues quand il va apprendre que son arrêt cardiaque n'était pas le fruit du hasard. Exceptionnellement, pour Crime, Jean-Claude et son épouse, Annie, ont accepté de nous livrer leur témoignage bouleversant. Je suis marié depuis 50 ans. J'ai 2 enfants et des petits-enfants. Ouais, j'en ai 5. Et des arrière-petits-enfants depuis peu. Tout se passait à peu près comme il faut, quoi. J'ai eu ce cancer détecté, un cancer à la prostate. Pour ça, il a fallu faire cette opération. C'est sous anesthésie générale, complète. Ça dure 2h30. Donc le 20 janvier 2017, Jean-Claude, 70 ans, se présente à la clinique Saint-Vincent pour se faire ôter la prostate, une opération bénigne et qui tourne mal. Son cœur s'arrête. À 9h47, un chirurgien de la clinique Saint-Vincent m'a appelé par téléphone pour me dire qu'il fallait que je vienne d'urgence, que mon mari a fait un infarctus. Donc je suis partie avec mon fils à la clinique. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. À mon réveil, on ne m'a rien dit. Moi, je pensais que c'était moi quoi, qui avait un souci au cœur. Alors, je n'en avais jamais eu, mais bon, on ne peut pas savoir aussi avec l'âge ce qui peut arriver. On s'est retrouvés tout seul, sans conseil, sans rien. Sans aide, sans même psychologique ou pour nous aider. La police qui m'appelait un soir pour me dire qu'il y avait un empoisonnement fait lors de l'opération. On me dit que c'est une main criminelle, justement, qui a mis des produits, comme je dis, illicites dans les poches de réanimation. C'est ça qui a créé cet arrêt cardiaque. C'est impensable, quoi. Jamais j'aurais pensé que c'était un truc comme ça, que jamais. C'est pas possible, quoi. On va à l'hôpital pour se faire soigner, on va pas pour jouer à pile ou face, quoi. Deux jours plus tard, Jean-Claude est convoqué au commissariat. Et les policiers ont d'autres révélations à lui faire. Il apprend que les enquêteurs étaient présents dans la clinique, dans les locaux, au moment de son opération et donc au moment de son arrêt cardiaque. Voilà, sûrement quelques mètres, des dizaines de mètres de lui. Quand Jean-Claude arrive en réanimation, on va saisir les poches intraveineuse qui lui avait été administrée pendant son opération et on se rend compte qu'en fait, il souffre d'une intoxication à la mépivacaïne, c'est un anesthésique local en fait, mais qui normalement n'aurait pas dû être administré, en tout cas pas dans ces proportions, pour son opération, ce qui n'est pas normal du tout. Les enquêteurs vont se rendre compte qu'il y a un empoisonnement. Ça, c'est une évidence. Donc là, on est sur une scène de crime, avec des enquêteurs qui peuvent tout de suite geler les choses et notamment placer sous séquestre des médicaments, des poches utilisées pendant l'opération, etc. Donc c'est une situation assez incroyable et assez insolite, quoi.
Les policiers de Besançon sont d'autant plus intrigués que Jean-Claude ne serait pas la première victime de cet empoisonneur. Le 11 janvier 2017, Sandra se présente à la clinique. L'opération est bénigne, c'est une arthrodèse lombaire, donc globalement il s'agit de scinder 2 vertèbres, c'est pas compliqué. C'est une mère de famille qui a 3 enfants, 36 ans, et qui va faire un arrêt cardiaque absolument imprévu, inexplicable. Ils vont réussir à la sauver, mais ça passera par 5 jours de coma. Personne ne comprend ce qui s'est passé, mais il y a des analyses sanguines qui sont faites sur Sandra qui montrent qu'elle a un taux très très élevé, anormalement élevé de potassium. Et normalement, là, il n'y avait rien qui prévoyait qu'on puisse lui administrer du potassium. C'est un poison dont certains d'ailleurs ont pu se servir pour réaliser des euthanasies. Et donc nous avons la preuve que Sandra a été empoisonnée. Dans les jours qui vont suivre, il va y avoir mise en œuvre d'une procédure judiciaire, descente de police dans les locaux de la clinique, et ça va être, à ce moment-là, le début d'une enquête qui va révéler un certain nombre de difficultés. Il y a un climat assez délétère au sein de l'établissement. Il y a beaucoup de surveillance en réalité au sein de l'établissement. Je dirais que même le personnel s'autosurveille. C'est vrai qu'à la clinique Saint-Vincent, c'était un secret de polichinelle, ça se savait un petit peu dans le milieu médical. Il y avait des cas régulièrement d'arrêt cardiaque, d'événements indésirables graves, c'est le nom EIG, qui étaient signalés sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passait. Alors à chaque fois, ils étaient pris individuellement et on pensait à une erreur médicale, mais jamais ils avaient été reliés ensemble. Et les policiers creusent, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'autres cas similaires, en tout cas des événements indésirables graves, cardiaques, de patients qui parfois décèdent, parfois survivent. Et plus ils cherchent, plus ils trouvent. Et au total, 70 cas suspects qui vont faire l'objet d'investigations. Très vite, les enquêteurs franc-comtois sont convaincus que la personne qu'ils recherchent a un profil bien particulier. Il est immédiatement exclu la possibilité que ce soit accidentel, que ce soit une erreur médicale, une erreur de dosage, comme ça arrive, et des fois de façon très significative. Ça vient d'un personnel médical, peut-être d'un personnel de la clinique, ou en tout cas quelqu'un qui a accès régulièrement au bloc opératoire ou aux produits. Et donc ils vont interroger des dizaines, puis au final même des centaines de personnes, soignants ou paramédicales ou agents techniciens de l'établissement pour essayer de comprendre qui fait quoi, les emplois du temps, et se faire une première idée. C'est quelqu'un du milieu hospitalier. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui connaît le protocole. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait parfaitement que lorsqu'il y a un incident, on ne va pas examiner les poches de sérum physiologique, on ne va pas examiner les poches de soluté. Mais personne ne peut envisager qu'un membre du personnel médical soit un tueur, soit un assassin en réalité, voire un tueur en série. Et c'est là la problématique. C'est-à-dire que le monde médical ne contient que des gens dont l'ultime objectif est de sauver des vies. Et personne n'a jamais envisagé l'hypothèse d'un acte malveillant. En auditionnant le personnel médical, les policiers apprennent que la clinique Saint-Vincent ne serait pas la seule touchée par des empoisonnements. La polyclinique de Franche-Comté recenserait quant à elle 3 cas suspects. Il faut trouver le dénominateur commun entre l'APFC, si vous voulez, et Saint-Vincent. Les policiers se sont amusés à faire des listes. 1514 noms au total de personnel sur les 2 cliniques. Et vous balayez large. Vous allez du médecin qui a opéré jusqu'à la femme de ménage. Et les enquêteurs vont découvrir qu'effectivement, il y a un point commun, c'est Frédéric. Il est le seul anesthésiste à avoir travaillé et à la Polyclinique de Franche-Comté au moment des EIG, des événements indésirables graves, et à la clinique Saint-Vincent au moment des EIG. C'est d'ailleurs lui qui a réanimé miraculeusement Jean-Claude et Sandra après leur arrêt cardiaque.
Et ça interroge notamment ses collègues, comment est-ce que Frédéric a pu sauver Sandra et lui administrer le bon antidote. On lui attribue, entre guillemets, quelques miracles médicaux, mais en tout cas, il prend très vite des très bonnes décisions par rapport au diagnostic quand surviennent les arrêts cardiaques. Et ça, alors soit il est très fort, soit il avait peut-être un coup d'avance. Il y a énormément d'auditions qui sont faites par les policiers, parmi elles, notamment des auditions de confrères et consoeurs anesthésistes de la clinique Saint-Vincent. Il a vraiment la réputation d'être le meilleur. En tout cas, les soignants autour le disent. Et effectivement, il est à la pointe de plusieurs techniques de réanimation, d'anesthésie. Et tous ses collègues s'accordent à dire que en cas de problème, c'est celui qu'on a envie d'avoir dans le bloc. Il y a eu des auditions dithyrambiques sur Frédéric. Et puis vous avez des gens qui vont avoir parfois ce type d'audition, puis qui vont les changer par la suite en disant oui mais quand même, peut-être quelqu'un qui a des vrais problèmes d'ego, peut-être quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance, peut-être quelqu'un qui veut prendre l'ascendant, briller, voire même une sorte de Zorro. Après 2 mois d'enquête, les policiers de Besançon estiment pouvoir relier Frédéric à 7 événements indésirables graves entre la clinique Saint-Vincent et la PFC. Et parmi tous ces empoisonnements, 2 cas mortels. L'anesthésiste est donc convoqué par les forces de l'ordre. Il va à la convocation des policiers d'une façon, je dirais, très naïve, sans avoir pris la tâche d'un avocat avant. Il est inquiet de rien. Les auditions vont être extrêmement longues. Il est très attaché à répondre à toutes les questions. Pendant les 3/4 de sa garde à vue, il espère qu'on va comprendre. Et qu'on va lui dire, voilà, désolé, on n'a rien contre vous, bien sûr, on va vous laisser partir, on était obligé de faire notre travail. Il clame son innocence, il dit que c'est pas lui. Et son propos, c'est de dire qu'il y a beaucoup de monde qui a accès au bloc opératoire et qu'il faut s'intéresser à tout le monde, à tout le personnel médical de la clinique Saint-Vincent, pas uniquement à lui. Je ne le verrai que le lendemain. Je me rappelle toujours, quand j'arrive en interrogatoire, il est assis près d'une fenêtre dans un tout petit bureau, il a la tête collée au mur, j'ai l'impression qu'il a la tête qui s'enfonce dans le mur. Je me dis, ouf, ça a été dur. L'anesthésiste semble éprouvé par cette situation, mais répond à toutes les questions des enquêteurs. Il va même fournir un alibi pour certains de ces empoisonnements. Concernant les 3 cas de IG à la polyclinique en 2009, ce que dit Frédéric, c'est que certes, il était salarié de la polyclinique à ce moment-là, mais qu'il était absent physiquement sur 2 des 3 cas, les 2 derniers. Et que du coup, il ne pouvait pas polluer les poches. Mais il comprend que là, peu importe ce qu'il dit. En fait, on se moque de ses explications. On a déjà décidé que c'était lui, et ses explications n'ont aucun intérêt. Et je me rappelle de cette question qui lui est posée à la fin de cette garde à vue, est-ce que vous vous considérez toujours comme un soignant? C'est d'une violence inouïe. Comment peut-on poser cette question-là à un homme présumé innocent? Et il ressort brisé d'ailleurs. En parallèle de ces investigations, les hommes de la PJ réalisent une enquête de personnalité sur Frédéric. Frédéric, un homme originaire d'Angoulême qui semblait prédestiné à devenir médecin. Il était passionné par son activité professionnelle, qui est une activité professionnelle avec laquelle il a toujours vécu. Son père était médecin anesthésiste, sa mère était infirmière anesthésiste. C'est-à-dire que l'anesthésie fait partie de la vie de Frédéric. Tout de suite, on perçoit que c'est quelqu'un de charismatique. Grand gaillard, costaud, qui en impose. Et les gens qui le connaissent un peu mieux nous décrivent quelqu'un d'assez clivant. Soit on l'adore, soit on a du mal. En tout cas, il a une personnalité forte. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a une vie de famille classique. Il est père de 3 enfants, marié à une cardiologue très réputée à Besançon. Ils ont une belle maison sur les hauteurs de la ville. Quelqu'un d'inséré, qui a des amis et
et qui a une vie a priori normale. Quelqu'un d'assez discret en réalité, d'assez taiseux, quelqu'un qui a assez peu de loisirs en réalité, qui a une vie très, très, très centrée sur son travail, sa famille, qui fait pas du tout parler de lui, c'est pas quelqu'un qu'on connaît dans les milieux de la nuit comme quelqu'un de festif, c'est pas quelqu'un qui a qui exhibe non plus ce qu'il a ou ce qu'il est. Mais le 6 mars 2017, la vie de l'anesthésiste va prendre une tournure dramatique lorsqu'il est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation sur 7 personnes. Avertis par les enquêteurs, les victimes sont complètement abasourdies par le profil du suspect. Dans le cas de Sandra, par exemple, j'ai en tête sa phrase où elle dit « Mais comment est-ce qu'on a pu vouloir me tuer sans me connaître ?» Parce que c'est ça, cette affaire. Il n'y avait aucun lien entre le mis en cause et les patients qui font des arrêts cardiaques. Quand on apprend qu'il y a des morts, on se dit d'où on sort, quoi, de quel enfer on sort. Donc, par respect pour eux, je préfère dire que moi ça va, quoi. Voilà, je ne vais pas me plaindre. On met en examen un homme, Frédéric, et on lui enlève sa profession. On le désigne comme un empoisonneur aux yeux du public, et on va même jusqu'à demander à 2 reprises son incarcération. Moi, je me rappelle bien du jour où on publie l'article qui révèle la mise en examen de Frédéric dans le journal. Hein. Et tout Besançon ne parlait que de ça. Hein. Ça a été vraiment un choc pour les patients de la clinique Saint-Vincent, mais même au-delà, parce que finalement, cet établissement, tout le monde le connaît, où on a tous des proches ou des amis ou de la famille qui ont été un jour traités à la clinique Saint-Vincent. Donc vraiment, ça a touché chaque habitant de Besançon. Dans la foulée de sa mise en examen, il a été présenté à un juge des libertés et de la détention. Il y avait un vrai débat, est-ce qu'il faut l'incarcérer à titre provisoire ou est-ce qu'il faut le maintenir en liberté avec certaines restrictions? Le parquet, l'accusation, voulait qu'il soit placé en détention provisoire, mais le magistrat a préféré le laisser en contrôle judiciaire avec l'obligation de pointer régulièrement au commissariat, l'interdiction de rentrer en contact avec le personnel des 2 cliniques et surtout l'interdiction d'exercer son métier par prévention. Et il est ressorti libre de cette audience qui était déjà très tendue. Nous, on voit une vraie descente aux enfers. On voit une famille très très solide, très soudée autour, qui le soutient, mais on voit un homme qui souffre énormément. Il y a eu un appel du parquet qui n'acceptait pas ce maintien en liberté. Il est vrai que c'est exceptionnel. Et là, c'était assez particulier au palais de justice parce que ça faisait vraiment mini-procès, de la mesure où les médias étaient présents, les médias nationaux, régionaux, et les parties civiles également. Les débats sont très tendus, voire verbalement violents, et la Chambre de l'instruction, très respectueuse du droit, de l'article 144, de la présomption d'innocence, rejette l'appel du parquet et confirme le placement sous contrôle judiciaire de Frédéric. C'est la première fois également que Frédéric prend la parole publiquement. Et là, pour la première fois, il faisait face aux caméras. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est... de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et j'espère que l'affaire va vite avancer et qu'on aboutira rapidement. De leur côté, les hommes de la PJ sont toujours persuadés de son implication et décident de s'intéresser à son mobile. Pour cette affaire, on avait du mal à comprendre ce que pouvait motiver éventuellement Frédéric s'il était coupable par rapport à ces gens qui ne connaissaient pas. Et le scénario avancé par la police, la thèse en tout cas, c'est celle du pompier pyromane. C'est-à-dire que Frédéric provoquait les arrêts cardiaques de patients pour mieux en fait mettre en valeur ses talents de réanimateur. Le tueur en série, l'empoisonneur, l'empoisonneuse, ils ont toujours un mobile qui échappe à la logique des gens normaux. Et là, il est certain qu'à partir du moment
où un membre du personnel médical décide d'empoisonner les patients, son mobile échappe forcément à la logique. Comme dans toute affaire criminelle, il y a des experts psychologiques et psychiatriques qui ont été sollicités par rapport à Frédéric, qui ont tous conclu, en tout cas qui sont accordés sur le fait qu'il ne souffrait pas d'aucune pathologie psychiatrique, qui visiblement ne montrait aucune dangerosité psychiatrique. Un homme tout à fait normal. C'est pas non plus un pervers narcissique, c'est pas non plus quelqu'un qui a des problèmes délirants d'ego, c'est pas quelqu'un qui a des névroses, c'est quelqu'un comme n'importe qui qu'on peut croiser. Et puis il y a des profilers qui en fait ont travaillé sans rencontrer Frédéric, qui ont travaillé sur ses auditions, ses confrontations, et qui, partant du postulat qu'il y avait bien des empoisonnements, ont essayé de voir si son profil pouvait correspondre à celui d'un criminel. Et leurs conclusions sont clairement très à charge à l'encontre du mis en cause, qui est présenté comme narcissique, manipulateur, avec un besoin de contrôle, une personnalité complexe, scindée en deux, et qui, en fait, il dresse le portrait parfait du criminel. Face à cette affaire inédite en France, l'enquête est confiée à la PJ de Dijon, ainsi qu'à l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Les policiers reprennent alors le dossier et étudient la soixantaine d'autres cas suspects. En fait, dans cette affaire, ce qui a manqué aux enquêteurs, c'est une machine à remonter le temps, parce qu'ils n'ont pas pu travailler, contrairement à une scène de crime classique, avec des éléments matériels. On est, dans la grande majorité des cas, sur des documents papier, sur des témoignages, sur des souvenirs en audition, mais pas sur des preuves matérielles. Et il y a également tout un versant médical qui demande des compétences assez pointues. Donc les policiers se sont appuyés sur des sachants, comme on dit, donc des gens qui connaissent la chose médicale, pour les conseiller, pour les guider. Malgré tout, les enquêteurs ont le sentiment que l'empoisonneur a frappé bien plus que cette fois. Et le 14 mai 2019, au bout de 2 ans d'investigation, le suspect est à nouveau convoqué dans les locaux de la police judiciaire. L'objet de cette seconde garde à vue, pour les enquêteurs, c'est de confronter Frédéric à ces dizaines d'autres cas suspects pour voir ce qu'il a à dire. C'est long, hein. C'est très long. La dernière audition va se finir à 3h30 du matin. Frédéric va essayer de démontrer que les situations qui lui sont exposées comme étant potentiellement des empoisonnements sont en réalité des accidents. Mais au fil des auditions, il a été amené à reconnaître la malveillance, une main malveillante dans certains de ces cas, face aux éléments qui lui étaient présentés. Simplement, comme depuis le début de l'instruction, il maintient que c'est pas lui. À l'issue de sa garde à vue, Frédéric est déféré au parquet et, à cette occasion, là encore tous les médias sont présents au palais de justice, le procureur de la République fait une conférence de presse, très attendue, où on avait compris qu'il allait expliciter le nombre de cas et ce qui était reproché à Frédéric. Les charges justifiant qu'il soit présenté ce jour au magistrat instructeur reposent sur un faisceau d'éléments concordants. Tout d'abord, l'arrêt des événements indésirables graves inexpliqués depuis qu'il n'exerce plus à la clinique Saint-Vincent en mars 2017. Nous avons affaire à un professionnel de santé particulièrement habile qui a agi lorsque personne ne se trouvait dans les salles d'anesthésie, qui a su varier dans le temps la nature des poisons administrés pour ne pas éveiller les soupçons. Il est le seul à avoir été présent le jour de l'ensemble des événements indésirables graves suspects. D'après le procureur, les dernières investigations des enquêteurs ont permis de recenser 17 nouveaux faits d'empoisonnement sur personnes vulnérables, dont 7 mortels. Concrètement, ça veut dire qu'il y a eu 24 assassinats ou tentatives d'assassinat attribuées à un seul homme. C'est énorme. Surtout que cet homme l'aurait fait en blouse blanche. Dans les annales récentes criminelles en France, c'est du jamais vu. Il y a des affirmations, il y a des a priori, il y a des déductions, mais qui n'ont rien de scientifique, qui n'ont rien de solide en la matière. Est-ce que les 24 cas sont avérés? Ça dépend à qui on le demande. Pour la défense, non. Si on demande à l'accusation, le ministère public,
Ils vont dire que sur les 24 cas, quasiment la totalité, en tout cas une grande majorité, sont avérés. Si on demande aux experts médicaux, alors c'est en cours, les expertises vont prendre du temps, la réponse sera peut-être entre les deux. Âgés de 4 à 80 ans, ces 24 victimes présumées ont également fait des arrêts cardiaques lors d'opérations bénignes. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que c'est une affaire qui aurait pu toucher n'importe lequel d'entre nous. Et quand on peut imaginer qu'on risque d'être empoisonné par un membre de l'équipe en tout cas, qui est chargé de votre santé, ça, c'est assez terrifiant. C'est très difficile à y croire, mais d'après toute l'enquête, c'est la vérité, hein, c'est ça. Hein. Il n'en voulait pas personnellement à tous ses patients, mais c'était ce qui tombait là, et malheureusement pour lui, il était là, quoi. Au-delà de la mise en examen, l'enjeu de cette journée, c'était de savoir si on incarcérait ou pas Frédéric, au vu de ces nouvelles charges. Et là, il y a une audience devant un juge, dont c'est la seule mission, le juge des libertés et de la détention, qui a duré 4 heures, ce qui est énorme. Hein. 4 heures, c'est très très long. Il est démoli. Et il a peur, parce qu'il voit bien que toute la machine... Il a entendu tellement de choses sur lui, l'audience, on l'a tellement accablé qu'il se dit, ils vont tout m'enlever. Ils vont y arriver. Ils se sont tellement acharnés que ce soir, je vais m'en aller. Finalement, ils ont décidé de le laisser dehors avec de nouvelles restrictions, c'est-à-dire qu'il devait quitter la région et quitter Besançon et s'installer chez ses parents à Poitiers, à l'autre bout de la France. Pour le reste, rien ne changeait. Interdiction d'exercer, notamment. Mais pour Jean-Claude et les autres parties civiles, la décision du juge est inacceptable. On prend une claque parce qu'on apprend qu'il y a 7 personnes, on apprend une claque parce qu'on apprend qu'il y en a 24, on apprend une autre claque parce qu'il est en liberté, on en apprend une parce qu'il reprend encore sa liberté. Mais les reproches des victimes portent également sur la clinique Saint-Vincent. On est sur des faits reprochés de 2008 à 2017. C'est quand même énorme. 9 ans, c'est très très long. Pourquoi il ne s'est rien passé dans ce laps de temps-là? Pourquoi est-ce que personne n'a tiré la sonnette d'alarme? Voilà, certaines victimes se posent très fortement la question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu signaler les choses plus tôt? Est-ce que ce mécanisme criminel n'aurait pas pu être arrêté plus tôt, ce qui aurait sauvé des vies? J'en veux beaucoup, c'est à la direction. Ça, c'est clair que la direction, je ne laisserai pas passer, hein, parce que, comme j'ai dit, en tant que victime, à aucun moment, ils se sont posé la question de savoir si on allait bien. Si on n'allait pas, ça, de ce côté-là, on est abonné absent, là. Les victimes sont encore plus stupéfaites lorsqu'elles apprennent que la clinique se constitue partie civile à leur côté. Elle s'est tout de suite et très rapidement désolidarisée totalement de Frédéric. Parce que si c'est des actes malveillants, la clinique n'a aucune responsabilité. Le chirurgien, l'anesthésiste, toute la chaîne, personne n'a de responsabilité. C'est un acte malveillant. Ça, c'est Frédéric. L'anesthésiste en liberté, la PJ de Dijon poursuit son enquête et travaille notamment sur ses relations avec ses collègues. Déjà, il y a des conflits sur les rémunérations, parce que Frédéric est le seul qui pratique des dépassements d'honoraires. Bien sûr, ça attise les jalousies. Il y a des difficultés entre les jeunes, les anciens. Il y a de vrais contentieux qui existent entre les uns et les autres. À chaque fois que Frédéric a un souci avec un membre de la clinique à laquelle il appartient, dans les jours qui suivent, comme par enchantement, ce chirurgien avec lequel il a eu un problème se trouve avec un patient qui pose un problème sur sa table d'opération, qui va décéder ou faire un incident cardiaque grave. Et l'enquête va démontrer très clairement que chaque empoisonnement correspond très clairement à la suite d'un incident entre Frédéric et le chirurgien qui va être victime de l'empoisonnement pour son patient. Frédéric aurait agi ainsi pour rabaisser le confrère ou le collègue avec qui il était en conflit
Tu as perdu ton patient et moi, je viens d'arriver comme par enchantement au moment de la réanimation et c'est moi, Superman, qui ai sauvé ton patient. Là, la victime est en réalité un dommage collatéral de la vengeance de l'empoisonneur. Les hommes de la PJ cherchent à démontrer que les victimes d'infarctus ont été empoisonnées. Mais leur tâche est rendue complexe car les poches intraveineuses ont été jetées depuis des années. La justice décide donc d'exhumer 4 corps parmi les 9 patients décédés dans des circonstances troubles. Donc ça prouve quand même la détermination de la justice à comprendre ce qui se passe. On suspecte Frédéric d'avoir empoisonné des patients avec soit du potassium, soit d'anesthésique locale. Tous les cas de potassium sont de fait exclus et les exhumations n'ont aucun intérêt puisque quand on décède, le corps génère du potassium. En revanche, pour les cas suspects avec de l'anesthésique locale, ça reste dans les cheveux, dans certaines parties du corps. Et là, en l'occurrence, pour 2 cas, de l'anesthésique locale en grande quantité ont été retrouvés sur les dépouilles et viennent alimenter la suspicion d'un empoisonnement volontaire. Maintenant, les éléments qui nous sont rapportés, le sérieux de l'enquête qui a été faite, elle ne nous laisse aucun doute et elles nous permettent de savoir que l'empoisonneur, c'est lui. Et cette conviction, elle n'est pas une conviction de la première minute. On peut retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a qu'un seul dénominateur commun à l'ensemble de ces empoisonnements, c'est Frédéric. Le coupable désigné, c'est Frédéric, et l'énergie judiciaire est concentrée sur la démonstration de la culpabilité de Frédéric. On n'a jamais envisagé une autre piste que celle de Frédéric, et c'est que même au contraire, tout ce qu'on fait n'a que pour seule finalité, c'est de caractériser la culpabilité de Frédéric, puisqu'on est parti du résultat, le coupable, sans les preuves, pour essayer de trouver tout ce qui peut permettre de démontrer sa culpabilité. On peut aujourd'hui indiquer, sans risque d'être démenti, qu'il n'y a pas de preuve d'un empoisonnement qui puisse être imputé formellement à Frédéric. Évidemment, sur un certain nombre de cas, je reconnais que c'est fragile. C'est évident. Le temps ayant fait son œuvre et l'intelligence scientifique de l'empoisonneur qui a su et qui connaissait les protocoles passés entre les mailles du filet, évidemment que c'est un argument pour eux. Les avocats de Frédéric estiment que bien d'autres personnes dans la clinique auraient pu empoisonner les poches des patients. Vous preniez une seringue assez fine, vous percez dans l'opercule de la poche de soluté qui est dans un matériau qui se contracte et se rétracte immédiatement, vous polluez, vous sortez, le trou disparaît immédiatement, vous reposez l'opercule et c'est comme neuf. Et personne n'a rien vu. Et vous remettez la poche de soluté. Ça ne goûtera pas, ça ne coulera pas, personne ne verra la violation de l'opercule. N'importe quelle personne ayant accès aux poches, sans aucune compétence, du brancardier à l'ambulancier, à la femme de ménage, pouvait accéder à une poche et polluer une poche, sans que personne ne s'en rende compte. Cette affaire est excessivement compliquée parce que vous n'avez aucune évidence. Il y a des présuppositions. S'il y avait des rapports d'expertise, s'il y avait des preuves, ça serait bien évidemment déjà opposé à Frédéric. C'est que vous n'avez pas de preuves. Pourtant, des dizaines d'expertises sont toujours en cours afin de définir si les arrêts cardiaques suspects sont des empoisonnements volontaires ou non. C'est de nouveau cet examen médical pointilleux, technique, méticuleux sur chaque cas qui prend du temps et qui repousse encore un peu plus l'éventualité d'un procès. Je ne suis pas du tout persuadé qu'il y ait forcément un procès un jour. En l'état, ce serait compliqué. Je pense qu'il y aurait plutôt un non-lieu si on s'arrêtait aujourd'hui, parce que forcément, on ne voit pas comment on pourrait soutenir une accusation dans de telles conditions. La problématique est qu'il est évident
que nous ne pourrons pas prouver l'ensemble des cas pour lesquels cet empoisonneur est intervenu. Nous nous heurterons au problème de la preuve. Maintenant, ce qui est essentiel, c'est de savoir que pour un certain nombre de cas, l'empoisonnement est démontré et n'est pas discutable. Si vraiment un jour il y a un procès, un jury populaire peut très bien condamner Frédéric sur la base de l'intime conviction. Ça fait partie de la règle judiciaire. Il n'y a pas besoin d'avoir la preuve irréfutable pour condamner quelqu'un. Et ce procès, si procès un jour il y a, il va se jouer sur cet axe-là. L'instruction judiciaire étant toujours en cours, Frédéric reste à ce jour présumé innocent. La question que je me pose, figurez-vous si c'est pas lui. Il y a une autre question qu'on se pose. Hein. C'est qui? Ça, on ne peut pas se l'enlever de la tête, il n'y a rien à faire. Et vu mon âge, hein, si ça dure encore 10 ans, je ne sais pas si je serai encore du monde. Hein, donc j'espère avoir au moins le fin mot, quoi, savoir la personne si vraiment c'est elle ou pas. C'est ça qui me je ne vais pas dire qui me fait tenir en vie, mais qui me tient quand même. Il n'y aura pas d'issue douce, il n'y aura pas de juste milieu. On est sur deux extrêmes, deux issues extrêmes qui dans tous les cas seront très brutales. Soit on a un assassin qui agit de manière préméditée, avec un cynisme glaçant, avec sa blouse blanche, qui a tué plusieurs personnes pendant des années. Soit on est face à une énorme méprise judiciaire, qui a brisé la vie de ce médecin, mais aussi de sa famille, et qui surtout s'est concentré sur le mauvais empoisonneur, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a un empoisonneur, c'est établi. Si ce n'est pas Frédéric, c'est quelqu'un d'autre. Donc, dans tous les cas, cette affaire restera gravée dans les mémoires. À ce stade de l'enquête, seul Jean-Claude et Sandra ont la certitude d'avoir été victimes d'un empoisonneur. Mais en l'absence de procès, le retraité de 75 ans et ses proches peinent à aller de l'avant. On ne vit plus. On survit, mais on ne vit plus. C'est toujours dans notre tête, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est toujours là, toujours. On a beau faire des repas, on a beau faire des petites fêtes, moins maintenant. Moins maintenant, mais on a beau, c'est toujours là. On dort avec la télé, ça fait 4 ans. Parce qu'il ne peut pas s'endormir, il a toujours peur de ne pas se réveiller. On a toujours le doute, on a toujours la peur est toujours là. Ben, on attendra, on sera patient. Puis si bon Dieu nous prête vie, ça sera très bien, sinon il y a la relève. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants. C'est un dossier totalement hors norme qui justifie une enquête hors norme. Vous n'avez pas, dans l'histoire, de soignants qui soient accusés à ce point d'être un tueur en série dans le cadre de son activité professionnelle. C'est totalement délirant. Aujourd'hui, le nombre de victimes potentielles, ça veut dire que cette affaire est une des affaires de meurtre en série les plus importantes de toute l'histoire judiciaire française. C'est extravagant. C'est un homme qui a une ossature, qui se tient debout, qui a une structure morale, psychique, qui lui permet de combattre malgré toutes les épreuves et d'encaisser, même si c'est très très violent. Mais tout ça, c'est limite. Pour l'instant, il est encore avec un espoir de se sortir de cette affaire effroyable. Mais je ne sais pas comment ça va évoluer. J'espère que vraiment tout ça va aller plus vite que ça n'a été jusqu'à aujourd'hui. Mais le 5 octobre 2021, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Frédéric se défenestre au domicile de ses parents. Ses jours ne sont plus en danger, mais sa tentative de suicide interroge. S'agit-il d'un aveu de culpabilité ou du geste d'un homme désespéré qui n'a plus la force de laver son honneur ?
Et après cette affaire, j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers. Et chaque jour, c'est en direct que viennent témoigner des victimes. C'est très souvent bouleversant et toujours passionnant. Tous les jours, 13h35 sur Énergie 12, crimes et faits divers, la quotidienne. Et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes, restez avec nous car Crime Hebdo continue dans un instant. Le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de Crime. À tout de suite.